Il y a eu le Premier ministre polonais qui a dit de manière très claire, nous n'allons pas rendre un sou, pas un euro, pas un dollar aux gens qui avaient des propriétés. Colette Avital, bonjour, Boker Tov. Bonjour à vous, à vos auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes président des associations de rescapés de la Shoah et à ce titre, nous voulons vous solliciter pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe en Pologne actuellement. Le Parlement polonais s'est joint au Sénat et a validé cette fameuse loi qui de facto empêche de réclamer des dédommagements pour des biens qui ont été spoliés par les Juifs et même par d'autres personnes. Comment expliquer cette tension qui existe aujourd'hui entre Israël et la Pologne, et comment expliquer que les Polonais soient dans cette démarche farouche de tentative de réécrire d'une certaine manière cette page sombre de leur histoire? Écoutez, ce n'est pas nouveau. Je crois que cette crise dure depuis quelques années. Elle est devenue plus évidente en 2018 lorsque le Parlement polonais, inspiré par le gouvernement, a passé une loi que nous appelons la loi de la Shoah, c'est-à-dire c'est une loi qui punit ceux qui pourraient dire ou s'exprimer de manière à ce que l'on pense ou l'on croit ou que les Polonais ont fait partie de ceux qui ont persécuté les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire, ce que nous voyons, c'est une tendance depuis beaucoup de temps de nier ce qui s'est passé au niveau national ou peut-être pas national, mais quand même, il y a au moins 100 000 ou plus de Polonais qui ont collaboré avec les nazis, qui ont remis aux mains des nazis des Juifs ou qui ont tué même des Juifs. Et nous savons par exemple que même après la Deuxième Guerre mondiale, en 1946, il y a eu des pogroms. Oui. Et donc, nous savons cela, et c'est une loi qui tente de réécrire l'histoire. Alors déjà, là, il y a eu une certaine tension entre les deux pays, mais bien sûr, le Premier ministre, alors, M. Netanyahou, a essayé d'arranger un peu les choses, et il y a eu une déclaration commune qui n'était vraiment pas une déclaration que nous avons approuvée, nous, du moins ceux qui connaissent ce que c'est la Shoah. Et puis, depuis très longtemps, vous savez qu'il y a pas mal de pays qui ont signé une déclaration en 2009 à Prague, c'est la déclaration Térésine, et qui s'engageaient à restituer les biens spoliés pendant la Deuxième Guerre mondiale, aux Juifs bien sûr, mais pas seulement. Et la Pologne a été le seul pays, même ayant signé ces déclarations, qui a refusé de passer des lois qui auraient permis cette restitution. Ce que nous avons entendu pendant des années, ce que nous entendons aujourd'hui encore du Premier ministre, c'est que bon, ce n'est pas nous, nous avons été les victimes de la Deuxième Guerre mondiale, et puis ce sont les nazis, et c'est aux Allemands qu'il faut demander des rétributions ou de rendre ses propriétés. Alors, il y a cette loi qui, depuis un certain temps, est sur la table, enfin, en discussion dans le Parlement. Elle a passé une première instance, elle est passée au Sénat. Au Sénat, on a essayé de l'adoucir. Et finalement, il y a environ 2 jours, cette loi est passée finalement. Et donc, cette loi est une loi qui essaye qui n'essaye pas, en fait, annule des ordonnances qui existaient par le passé et qui dit que ces ordonnances ne sont plus valables, et donc c'était la base juridique sur laquelle on pouvait revendiquer des propriétés. Or, ces ordonnances n'existant plus, et de surcroît, disant que toutes les requêtes ou tous les dossiers qui n'ont pas été qui ont été traités mais qui n'ont pas abouti
pendant 30 ans sont annulés. Et donc, de fait, si vous voulez, cela empêche n'importe quelle personne, certainement les Juifs, de revendiquer ou de recevoir leur propriété. Est-ce que concrètement, Colette, ça a un impact, on va dire, sur des familles de rescapés de la Shoah? Il y avait des dossiers en cours de réclamation de biens spoliés par les nazis? Bien sûr, mais nous ne savons pas combien, puisque ces revendications, ce sont des revendications privées. Nous connaissons plusieurs cas, des gens qui sont en instance juridique depuis une vingtaine d'années. Et vous savez, le système juridique polonais, pas seulement lui, mais d'autres aussi, tente de traîner les choses autant que possible. Et je voudrais quand même vous rappeler qu'il y a eu beaucoup de tentatives de faire passer une loi pour restituer ces biens spoliés. Et le Parlement et le gouvernement, à plusieurs reprises, a refusé effectivement de le faire. Et puis, il y a eu le Premier ministre polonais qui a dit de manière très claire, pas seulement maintenant, mais il y a 2 ans, il y a 3 ans, nous n'allons pas rendre un sou, pas un euro, pas un dollar aux gens qui avaient des propriétés. Bon, c'est vrai aussi, et je dois le dire, que cette loi ne vise pas seulement les Juifs. Nous parlons de cela parce qu'il s'agit des rescapés de la Shoah qui, pour la plupart, ont 85, 90 ans, même davantage, et pour lesquels cette restitution est quelque chose de très important, pas seulement au niveau, si vous voulez, moral, mais aussi parce que certains vivent dans la pénurie et parce qu'ils ont besoin de cet argent. Mais il vise aussi une autre partie, une grande partie de la population polonaise, ceux qui habitent à l'étranger ou même ceux qui sont en Pologne. Je dirais que pour les biens juifs, il s'agit de 15% des revendications, mais il y a quand même 85% du public des Polonais qui vivent aux États-Unis ou qui vivent en Pologne ou qui vivent ailleurs, qui ne peuvent plus revendiquer leur propriété. Alors, Colette, est-ce que vous estimez avec votre expérience diplomatique que on risque d'aller vers une rupture on peut aller même jusqu'à une rupture des relations entre les deux pays qui aurait des conséquences, ne serait-ce que par exemple sur le fait que des visites, même si depuis 1 an et demi c'est mis en parenthèse, visites dans les camps de concentration, Auschwitz en particulier, est-ce que vous pouvez envisager une rupture totale des relations diplomatiques sur la base, parce qu'on voit que le chef de la diplomatie, Yair Lapid, est bien plus militant que ne l'était Netanyahou. Là, aujourd'hui, il réagit très fermement à chaque fois. Écoutez, le gouvernement précédent, selon du moins ce que nous croyons et ce que nous estimons, c'est qu'il a préféré ce qui s'appelle le réel politique sur les bases morales sur lesquelles nous travaillons. Parce que si nous sommes un État du peuple juif, nous devons vraiment mettre en avant, selon moi du moins, les intérêts des Juifs et du peuple juif. Mais je crois qu'effectivement, le ministre des Affaires étrangères, Yair Lapid, est plus militant, mais je ne crois pas que nous arriverons à une rupture. Nous arrivons, si vous voulez, à une crise qui est en train de s'empirer, de devenir plus évidente, parce que, d'après ce que j'ai compris, le président de la Knesset ne souhaite pas ou ne permet pas que l'on crée une association d'amitié entre les deux parlements, et parce que le ministre des Affaires étrangères parle du fait qu'il faudrait annuler cette fameuse déclaration du gouvernement précédent qui, au fait, mettait sur un même plateau une certaine symétrie entre les souffrances du peuple juif et les souffrances du peuple polonais. Et franchement, je lui donne raison. Là, du moins, ce que nous ressentons, nous autres qui avons vécu la guerre. Mais franchement, je ne crois pas qu'on arrivera à une rupture. Il y a quand même des intérêts vitaux. Il y a les intérêts de l'État d'Israël au niveau de la communauté européenne. Mais je crois qu'il y aura sans doute des pressions, pas seulement du côté israélien, mais je vois déjà qu'il y a des pressions du gouvernement américain et d'autres gouvernements, et certainement ce sera aussi, je m'imagine, au niveau d'autres pays européens. Et je crois que finalement, un de ces jours, s'il y aura un changement de politique ou de gouvernement plutôt,
Je rappelle que le gouvernement actuel est ultranationaliste et C'est c'est ça. ce qui gouverne un peu sa politique. Il se peut qu'un gouvernement qui sera différent agira d'une autre manière. Et justement, dans ce bras de fer au niveau de la Pologne, qui est donc dans un régime populiste et nationaliste, est-ce que le jeu en vaut la chandelle, c'est-à-dire les risques, par exemple, de tension avec les États-Unis, les risques de rupture avec Israël, ou en tout cas, par exemple, d'un frein dans les visites, dans les camps de concentration, etc., de visiteurs israéliens. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle pour les Polonais? Écoutez, probablement oui, mais vous savez, je ne crois pas qu'il s'agissait de sommes faramineuses à tel point que le gouvernement polonais n'aurait pas pu payer. Mais je crois qu'il y a là une certaine, on exprime une certaine fierté nationale. Et il y a ce mythe ou cette nouvelle page que les Polonais sont en train d'écrire en disant non, nous n'avons pas fait de mal, nous avons été les victimes. Et donc, c'est le narratif, ce qu'on appelle chez nous le narratif actuel. Et donc, pour eux, la fierté nationale, etc., cette fierté de se refaire une autre identité, est probablement plus importante et ils estiment que ni les États-Unis ni d'autres pays qui ont aussi, eux, certains intérêts ne vont pas rompre les relations et donc ils font leurs calculs et je m'imagine que pour eux, le jeu vaut la chandelle, effectivement. Eh bien, merci beaucoup, Colette Avital, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin autour de cette vive polémique autour du vote de la loi qui risque de priver, on va dire, les rescapés de la Shoah de réclamer leurs biens, les biens spoliés en Pologne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.